Gardez votre talon, s'il vous plaît. Ok les gars, écoutez-moi. Les gens ont payé cher pour voir ce film. Excusez-moi, ça ne se reproduira pas. J'ai une mise en contexte à faire et un remerciement tardif à faire à Yann Kounen. La remise en contexte, c'est de rappeler à quelle époque le film sort et à quoi ressemble le cinéma français à cette époque-là. Puisqu'on a eu un peu auparavant un film comme La Cité des enfants perdus qui nous a fait comprendre qu'il était possible de faire des choses complètement extraterrestres dans le système de production français. On a eu Mathieu Kassovitz qui a eu cet énorme succès avec La Haine, mais les choses sont loin d'être gagnées, on va dire, pour tous les amateurs de ce qui sortait un petit peu du cadre pépère du cinéma français de l'époque. Et surtout, ces jeunes qui font un peu de bruit en tapant sur le rideau de fer ne sont pas forcément très bien traités par la critique. Et d'ailleurs, on aura l'occasion dans le film d'avoir un petit règlement de compte de dernière minute assez intéressant. Moi, j'avais déjà commencé à bosser à l'époque, j'étais au Cinéphage, et donc j'ai découvert le film en projection de presse à l'UGC Normandie. Donc il y avait toute la presse parisienne qui était là. Donc ça veut dire Télérama, Libé, Nouvel Obs, etc. Et comme vous le verrez, le générique du film vous présente un énorme Doberman monté sur humanoïde, on va dire, qui retire sa braguette et qui se met à pisser sur les noms du générique. Et il faut imaginer que donc moi je suis dans une salle où il y a tout ce cocktail critique bien parisien avec ce Doberman géant en train de leur pisser dessus, en train de nous pisser dessus à tout le monde. Et la première idée qui m'a traversé l'esprit, c'est même si ce film est pourri, je l'adore déjà. Il se trouve que par chance, le film était loin d'être pourri. Mais ça a été une séance pour moi absolument extraordinaire parce que je pense que j'aurais pris du plaisir à la voir avec le public pour lequel il était destiné, mais de le voir avec le public pour lequel il était manifestement destiné d'une toute autre façon, c'était doublement jouissif. Et je pense que l'accueil critique a été à la hauteur de ce jet de pisse qu'ils ont reçu sur la gueule. Yann, tu nous en parleras. Voilà, je voulais juste te remercier pour ce qui a été pour moi un grand moment. Moi aussi, je vais faire une petite remise en contexte. Du coup, moi, j'étais à Tours, je finissais mes études et on était des fanats de cinéma avec des copains tourangeaux. On avait commencé à faire un fanzine et il y avait un truc qui commençait à émerger, c'était Internet. Et tout à coup, on se rendait compte qu'il y avait un mec, un Français, qui avait monté son propre site Internet. Et il y avait des photos, alors c'était génial, tu cliquais sur la photo, tu attendais 2 heures, puis tu la voyais en entier, mais il y avait des storyboards, si mes souvenirs sont corrects, il y avait des artworks, tout ça. Et il y avait un truc magique qui était un bouton où on pouvait contacter directement le monsieur, quoi. En l'occurrence, c'était Yann. Et nous, on l'avait contacté en se disant ça ne marchera jamais, il n'a pas le temps et tout. Nous, on faisait un petit fanzine de rien du tout à Tours, photocopié, etc. Il a répondu, Yann. Il a répondu à nos questions de façon hyper généreuse. Il nous a donné le droit en fait, d'utiliser toutes les images qui étaient disponibles sur son site. Et on avait pu faire donc la couverture du Steadicam avec le Doberman et avec une interview exclusive de Yann avant que le Dob ne sorte. Et pour nous, le Dob, c'était un film qui ouvrait des portes. C'est-à-dire que déjà, nous, qui étions en province, on luttait avec les cinémas RSC pour faire un cycle de Swark où les mecs nous disaient « Non, mais c'est le truc de kung-fu, non ». Et on avait tout à coup quelqu'un qui déjà nous adressait la parole, nous permettait d'avoir accès à lui, nous donnait porte ouverte en fait, là-dessus, et qui ensuite, quand son film est sorti, nous comme Jeunet Caro avant lui, comme bientôt Gaspard Noé un peu plus tard, nous ouvrait les chakras, nous disait mais voilà, il y a ce cinéma-là est possible en France, ce cinéma de gueule, ce cinéma de dialogue, et juste ce plaisir en fait kinétique en fait, de mouvement en fait extrême, et c'était vraiment jouissif en fait de voir ça et de voir tous les fanas à l'époque. Alors je parle en mon nom, hein, pas en celui de Diane, mais tous les fanas des Roseaux Sauvages qui me disaient mais non mais tu comprends, Téchiné il sait filmer les corps, tout ça. Ben nous on disait lui il sait mieux filmer les corps en mouvement pour nous quoi. Du moins c'était réjouissant en fait. C'était une façon en fait de nous dire
Ça peut exister. Nous, on peut y arriver, ça peut exister. Donc merci Yann, merci, un grand merci Tardif, parce que c'est mine de rien, ça a été toi qui nous a permis, à Erwan Chaffio, à tous ses confrères, en fait, qui sont, y compris Vincent Maloza, qui est aujourd'hui au Cahier du cinéma, ironiquement, qui a permis, en fait, de nous lancer, de devenir des professionnels, en fait, dans ce milieu. Voilà, merci beaucoup. Le STED. Moi, j'ai pas de mise en contexte. J'ai juste vu le film 3 fois la semaine où il est sorti. J'ai acheté le Laserdisc, j'ai acheté le DVD, j'ai acheté le Blu-ray. J'attends le 4K, monsieur Kounen. Donc, voilà. On commence peut-être par les prémices. En fait, à ce moment-là, en gros, il y avait déjà une sortie en salle pour Vibro Boy. Je me souviens, j'étais allé le voir avec Tetsuo. À Paris, en tout cas. Je ne sais pas comment ça a été diffusé dans le reste de la France, je ne me rappelle plus. Et on parlait potentiellement d'une version cinéma, en fait, de Vibro Boy, c'est-à-dire un film, un long métrage. Avant, il me semblait qu'il y a une version écrite. De quoi ça parle, au-delà de... Oh, oula. Ça, c'est Alors, effectivement, quand on a fait Vibro Boy, on s'est dit qu'on pourrait, que ça pourrait être l'ouverture d'un film et continuer. Et donc, on a écrit un film. Après, c'était assez zinzin comme histoire. Mais c'était cette envie, d'un coup, d'éclabousser un peu, de faire du genre. Il y avait Bad Taste d'un côté qui arrivait. Il y avait des tas de films anglo-saxons ou européens ou hongkongais. Il y avait tout un cinéma qui semblait ne pas exister dans la sphère d'influence du cinéma français. Donc, nous, on faisait partie avec d'autres. Je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça, c'est ça qui nous plaît à nous. C'est un cinéma comme ça, kinétique, viscéral, barré. On sort un petit peu. C'est le genre, et en même temps, on va aller toucher un peu les frontières de ce genre. On va mélanger les genres. Moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai essayé de faire dès mes courts-métrages. Et voilà, donc on était face à ce mystère. Et heureusement qu'il y a eu Caro. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. En fait, c'est qu'il y a eu Caro et Jeunet qui ont fait Délicatessen. Et le fait que le film fonctionne a permis d'un coup que le cinéma s'ouvre un petit peu, de manière à ce que ça puisse être financé. Et vraiment, c'est grâce à eux. Alors, il y a eu aussi... mais vraiment, pour le genre, c'est grâce à eux, je pense. Hein. Et c'est là-dedans qu'on a pu s'engouffrer. Ils ont fait le gros du taf. Et on a pu s'engouffrer. C'était la volonté aussi d'un producteur, qui était Eric Nevet, avec La Chauve-souris, qui s'est dit, OK. Moi, je faisais le tour des popotes, en fait, des producteurs, avec mon projet de Vibro Boy long. Bon, les mecs... c'était pas la peine, ou un film de voyage dans le temps qui se passait des machines soviétiques construites dans les années 31. Voilà. On recontextualise aussi Vibro Boy pour ceux qui l'auraient pas vu. Ce dont ça parle. Voilà. Faut le voir. C'est important. C'est un super-héros, c'est un beauf, on va dire, qui se transforme en une créature. Est-ce que tu peux, toi, le définir ? Je dirais, pourquoi les super-héros ? Nous, ça répondait à Batman, à tous ces super-héros qui sont des gens qui ont des moyens de l'éducation et qui se retrouvent avec des super-pouvoirs. Et donc, nous, on s'est juste dit, pourquoi mais qui ont quand même des problèmes, avec s'habiller avec des capes en noir. Il y a quand même des trucs qui ne vont pas chez ces gars-là. Donc, pourquoi nous pas prendre un mec border, frontière, un peu taré, un peu facho, un peu homophobe, mais un peu attiré par les... Et lui donner des pouvoirs et voir ce qui se passe. C'est tout. Et après, on met les deux trucs et on regarde ce qui se passe. Ça donne Vibro Boy. Bon, voilà. Mais c'est une comédie grand guignol. Par contre, avec l'idée de ces films-là, un peu underground, comme pouvait l'être de super-héros, où le cinéma n'a jamais les moyens. Ça, c'était vraiment notre point de départ. C'est-à-dire que ce cinéma-là, en général, on le fait avec des potes, en Super 8, on se débrouille comme on peut, on le fait, il fait quelques festivals. Et pourquoi ces gars-là, ce genre-là, hein, mais ces gars-là, ces personnages n'ont pas droit au scope, au Dolby SR, à de la mise en scène? Pourquoi ils n'ont pas le droit? C'est une sorte de... Ils peuvent avoir ces moyens-là. Et donc, tout le travail qui a été compliqué, c'est de le tourner justement en 35. Alors, pas en anamorphique, mais en techniscope, et d'avoir du Dolby, d'avoir des effets visuels, d'avoir tout ça, et de la mise en scène, pour un type d'histoire qui, normalement, n'en a pas. Voilà. Qui a été écrite quand même, qui a commencé parce qu'on ne savait pas... On cherchait, il y avait un type avec un marteau-piqueur qui faisait des trous dans le...
On a regardé le marteau-piqueur et on s'est dit, tiens, c'est peut-être intéressant de partir de là. Et c'est donner la chance à une idée qui est un peu fugace, une inspiration, un truc qui fait rire qu'on se raconte entre potes, comme une histoire. Et pourquoi on ne l'amènerait pas à ça? Qu'est-ce que ça donnerait d'amener cette histoire-là et de passer 1 an ou 2, il faut avoir envie aussi, hein, mais de l'amener dans cet espace. Ça devrait être différent de ce que je vois. Voilà le principe des cours. Parce que sur le marteau-piqueur, il y a un Godemiché, il faut le dire quand même aussi, parce que c'est Le nom du Aztèque. personnage. les gens ouais. le savent pas, Aztèque. Ce qui explique peut-être pourquoi ça s'est pas fait finalement, en fait, le long métrage aussi, quoi. Il y a eu le dernier Chaperon Rouge aussi, mine de rien. C'était avant ou après Doberman. Ça a été diffusé, si mes souvenirs sont bons, je l'avais vu sur Arte, non? C'est ça, hein, non? Effectivement, c'est un film qu'on avait fait. Il y avait Philippe Découfflé qui avait fait la chorégraphie. C'était une comédie musicale avec Emmanuel Béard. Il y avait les danseurs de Découfflé, Marc Caro qui a fait le design et qui a joué dedans. On avait des moyens colossaux à l'époque pour faire ce court-métrage. Et ça a été fait, je pense, quand je rentrais en prépa, au moment où j'allais faire le Doberman. C'était juste avant. Donc c'était une commande à la base. Et voilà, tout le monde a investi parce c'est des moyens colossaux, mais c'était pas, la réalité, c'est pas qu'on n'avait pas un budget colossal. C'était un court-métrage. On avait quand même les moyens de pouvoir louer de la machinerie, mais les gens qui sont venus faire le film, ils sont venus, comme pour les courts-métrages, en grande partie en donnant beaucoup d'eux-mêmes. Voilà. Et Captain X, qui était juste avant ou juste après Doberman, justement? Ah non, je pense que c'était avant aussi. C'était avant, oui. Et Captain X, c'est un petit court-métrage qui devait faire le lien. C'était Yann Piqueur qui avait monté une production avec une série de courts-métrages, de plein de metteurs en scène. Et il m'avait proposé de faire, suite à Vibroboy, de faire le lien, c'est-à-dire une histoire qui se raconte en plein de petits bouts et qui est mise entre chaque film. Et j'ai fait Captain X, qui est le point de vue subjectif d'un condamné à mort qui n'arrive pas à mourir. Et parce qu'avec peu de moyens, le subjectif nous le permettait, ça permettait, voilà. Et en fait, il a retiré finalement le film du film parce que ça prenait c'est trop intense par rapport, ça convenait pas. Donc après, moi, j'ai recollé les morceaux, puis je l'ai mis sur le DVD, quoi. Et du coup, Doberman, ça arrive à un moment donné où en fait, on vous présente les livres. C'est un ami à vous qui vous présente les livres, c'est ça? Ouais, c'est absolument. C'est un ami qui me passe les livres. Moi, je me dis qu'il y a. Alors, moi, je développe mes scénarios avec Carlo de Boutini de mon côté, et puis c'est un ami des Arts Déco de Nice, Pascal, qui me passe le Doberman. Moi, je lis, je me dis c'est dingue, on pourrait faire du western urbain. Il y a une gouaille, il y a plein de choses dans ce projet, et j'ai envie de ça. Donc, je contacte Joël Houssin. Joël Houssin, je lui montre Vibroboy. Il dit banco, et là, je vais voir les producteurs avec plusieurs projets, ce qu'il faut parfois faire quand on est réalisateur, c'est les projets que j'ai écrits, mais qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont un peu zinzin. Puis, je glisse à la fin du rendez-vous les romans, puisqu'ils sont sortis avec les couves de Liberator, de Bilal, ces éditions. Et je dis, voilà, je trouve qu'il y a un truc de genre, un tonton flingueur western urbain avec ses personnages. Et j'ai l'auteur qui a les droits et qui est avec moi. Et j'ai fait comme ça plusieurs producteurs, parce qu'après Vibroboy, des producteurs m'ont contacté pour des films quand même. Voilà, parce qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un qui faisait ou de l'anime ou des pubs. C'est comme ça qu'on essaie de financer ces films. Vibroboy était financé parce que d'un côté, on faisait des boulots pour apprendre son métier, mais en même temps, voilà, sur une demi-heure, on commence à voir qu'il y a un travail avec les personnages et tout. Et donc, je me suis fait jeter même parfois violemment avec le Doberman, en livre par des producteurs, jusqu'à Eric Nevé, qui m'a dit « je veux le faire », il est allé voir Polygram. Polygram a dit banco, et après, ça s'est enchaîné quand même plutôt bien. Et Canal aussi, non, qui était derrière. Alors là, le grand soutien, moi, mon grand soutien, ça a été Canal+, de l'époque des programmes courts, Buros, Bouchy, Pascal Faure, et Alain Degreffe. Qui apparaît dans le film. Voilà, absolument. Et Alain Degreffe qui a vraiment poussé, que ce soit Albert, d'ailleurs Albert ou Gaspard et moi, quand sur notre premier film, vraiment Canal a été à l'époque vraiment... c'était Nicolas Beaucrief et Richard Grandpierre qui après... qui portaient une sorte de label et qui portaient des projets. Et il y a eu un concours de circonstances, une fenêtre de tir très brève, parce que je pense qu'un an ou deux après, le Doberman ne pouvait pas se faire, puisque
les films interdits moins de 16 ans ne pouvaient être plus financés. Il y a des lois qui sont passées. Enfin, il y a eu une espèce comme ça de petite fenêtre d'ouverture avec à la fois la présence de Canal et cette envie, à la fois la possibilité et le financement via Polygram. Et Frédéric Dumas, à l'époque, il travaillait chez Polygram. Et après, ça a été une belle histoire puisque Jean-Paul Rougier, qui était le distributeur, a voulu vraiment le sortir sur une belle échelle, etc. Et vous avez peut-être aussi eu de la chance au niveau du casting, parce que au moment où vous castez Vincent Cassel et Monica Bellucci, ils ne sont pas du tout devenus ce qu'ils deviendront par la suite, quoi. Oui, La haine n'était pas sortie. Hein. Donc oui, c'est lui qui correspondait au rôle. Et le casting s'est fait... mais effectivement, ça a porté le film, puisqu'après La haine est sortie, ça a porté le film. Et c'était intéressant parce que c'est vrai que c'était même Vincent au début, il me dit mais tu crois qu'on peut faire ça? Mais pourquoi? Parce qu'il était quand même dans toute cette chose de la haine qui était en train de sortir, et d'un coup se dire que d'un autre côté il y avait cette espèce de boule jouissive de désengage et de mal élevé, et sur lesquels il avait du mal à prendre un petit peu au début. Puis après il s'est laissé faire, et on est parti ensemble, et puis après on a fait d'autres films. Voilà, c'est une belle relation. Mais on a eu de la chance, oui, effectivement. Et le seul auquel j'ai pensé au début très tôt, c'est Tchéky Karyo. Dans le rôle de Christine, Ouais. dans le rôle du méchant, quoi. Et Qui est incroyable. En référence à un film sorti dans les années 80, si je m'abuse, de Zulawski, Ouais, Ouais. ouais. qui était C'est l'Amour l'Amour braque. braque, ouais. C'est quand je l'ai vu dans l'Amour braque, je trouvais qu'il y avait un truc animal chez Tchéky de particulier, et j'avais envie. Parfois c'est comme ça, c'est organique, hein, le cinéma. Donc on a des sensations que la personne va habiter le personnage, et le travail du metteur en scène, il est de trouver la personne qui va bien résonner avec le personnage, qui a déjà les ingrédients dans sa nature propre, et pas forcément de refaire quelque chose qu'il a fait, mais de reconnaître ça. Je pense que ça, c'est la grande partie du travail qu'on fait avec les acteurs, c'est le choix, en fait. Il y a un truc aussi hyper graphique en fait dans ton travail avec Tchéky Karyo, c'est-à-dire que le fait qu'il ait cette coupe de cheveux par exemple, met en valeur, cristallise en quelque sorte une espèce de gueule pas possible, quoi. Il lui donne une puissance hallucinante, quoi. J'ai l'impression que ça vient aussi, c'est ça aussi qui me plaisait dans le Doberman, c'est qu'il y avait aussi un héritage de ton amour pour la BD. Tu parlais tout à l'heure de Liberator pour les couvertures, Bilal pour les couvertures du Doberman, mais il y avait aussi ça en fait. Il y a un côté extrêmement graphique dans le film qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à l'époque dans le cinéma français. Oui, mais moi je viens plutôt de... Donc j'ai donné un peu les références, mais c'était Métal Hurlant, moi, qui a bercé ma jeunesse, qui m'a éduqué sur le pied de la littérature de science-fiction. Et j'ai pas lu le Doberman, mais j'aurais pu à l'époque, ou tout ce qui est un peu frontière. Donc, par exemple, pour Tchéky, c'était intéressant. C'est vrai qu'on essayait de dessiner les choses d'une certaine manière, mais juste parce que les références des films, ou les Western Spaghetti de Léon, ou d'autres films, ou les films de Hong Kong, il y a du style. C'est-à-dire, d'un coup, tu brosses un personnage. Et je me souviens que chaque personnage, on a cherché un peu. Et pour Tchéky, je me souviens, parce qu'on faisait des essais, où je le faisais chez moi, je me souviens, je le filmais avec un caméscope, et puis je coupais là. Et puis d'un coup, je commençais à imaginer s'il avait un grand front comme ça, et les cheveux rasés là. Et je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que cette sensation de grand front, si tu as la racine des cheveux là, ça va donner une sensation étrange, mais une sensation encore plus toujours perverse. C'est-à-dire, si tu te dis que le type a un front comme ça, c'est qu'il est intelligent, et si c'est une vraie saloperie, c'est pas cool. Voilà. C'est un budget quand même relativement, j'ai envie de dire, confortable pour un premier film de genre français, parce que si on contextualise, les films d'après, en fait, se sont tous faits avec un peu 1 ou 2 millions d'euros. Là, c'était 30 millions de francs, je crois, si je dis pas de bêtises. 33. 33. Bon. Non, mais ce qui fait à peu près du 5 millions d'euros. Ouais. Et pourtant, c'est quand même tournage commando. T'es allé très très vite. Vous êtes allé très très vite, pardon, sur le. Non, non, je suis pas allé si vite. Enfin, si, c'était hyper intense. Mais quand on vous allez voir le film, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans le film.
Ce qui veut dire qu'on devait faire parfois certaines journées 30 setups et c'est beaucoup et trouver des solutions. Donc le rythme était intense, mais j'ai eu 14 semaines de tournage ou 13. Et ça, aujourd'hui, tu l'as plus. Si tu as 13 semaines, tu vois, tu fais un très très gros film. Ou un film où il y a des enfants, ou de l'océan, ou des contraintes très spécifiques. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir le temps que j'avais un peu. C'est le seul luxe qu'on a un peu sur les courts-métrages. On arrive à avoir un petit peu de temps. Et c'est ce qui a permis de faire le film comme il est. Parce que c'est vrai qu'après, il faut une énergie dans le film. En fait, le grand danger, et je l'avais bien vu en faisant à la fois mes courts-métrages, de la pub, c'est si on poursuit quelque chose, où on cherche à obtenir quelque chose de particulier, qu'on se focalise dessus, on peut ralentir l'énergie générale du groupe, qui est le plus important, en fait. Et donc, il faut toujours être en mouvement, et dès qu'on a une prise qui convient, on sait parfois on peut dire on peut faire mieux, on pourrait. Et c'est pas le film pour ça. Le film, c'est un film d'énergie, donc voilà, on faisait 3 prises ou 4 prises. Mais on avait répété tout beaucoup. Ça, c'est intéressant parce que justement, j'ai l'impression que quand on regarde le making-of, il faut savoir qu'il y a un excellent making-of en fait sur les DVD, sur les Blu-ray, ça vient du Laserdisc à la base. Et en gros, vous racontez que vous avez carrément des techniques. C'est-à-dire, vous prenez un caddie de prise unique, par exemple, ou un skateboard, et en fait, vous faites, vous mettez la caméra dessus pour avoir des plans, pour aller très très vite et tout. Donc, on pourrait croire qu'il y a un côté, parce qu'aussi c'est très très écrit, quoi, mais on pourrait croire qu'il y a un côté un peu, fait à l'arrache. Et en même temps, vous avez beaucoup travaillé avec les acteurs, vous avez beaucoup répété pour trouver le ton du film, j'imagine, Il y a ça, et puis il y a aussi beaucoup de machinerie aussi, très complexe, quoi. À l'époque, on n'avait pas forcément non plus, il y avait des têtes 3D sur les grues, des trucs assez hallucinants, quoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je savais qu'intuitivement, alors comment dire, j'étais attiré par le mouvement d'appareil et la capacité du langage cinématographique. Je le verbalisais peut-être pas comme ça à l'époque, mais la capacité du langage à exprimer quelque chose et à aller... c'est comme faire écrire. Et pour ça, pour la caméra, il faut certains outils qui peuvent... on a des envies de plan. Aujourd'hui, on peut tout faire. Après, il faut les moyens, mais on peut tout faire. À l'époque, on ne pouvait pas tout faire. Donc, il faut bricoler. Dans un premier temps, mes courts-métrages étaient faits vraiment que de bricolage avec des skates, des caddies, des choses comme ça, des battants, pour essayer de trouver cette dynamique de la caméra. Et puis après, dès que j'ai pu commencer à faire un petit peu des films publicitaires en Angleterre, j'ai commencé par bricoler. Et puis assez vite, je me suis dit, l'espace de la publicité, ça va me permettre de financer mes films, mes courts-métrages. Mais c'est surtout, ça me permet d'utiliser des outils. Et donc, petit à petit, tout de suite, c'était une pub. Alors, ça serait logique de le filmer comme ça. Donc, je vais la faire parce que du coup, ça me fait utiliser la Luma à l'époque. Du coup, je vais voir la Valo, puis du coup, je vais lui dire, ouais, tu vois, est-ce que tu pourrais venir quand je vais faire mon court-métrage Vie pour Boy et que tu as juste une journée, s'il te plaît, pendant qu'elle est louée par la prod au prix normal, etc. Et ainsi de suite, ça m'a permis de découvrir ce qu'on peut faire avec une dolly, pas faire, quel temps on peut mettre pour démonter une caméra et la mettre sur une grue. Si on fait ça, est-ce qu'il vaut mieux un deuxième corps caméra et quel type d'objectif. Et donc, j'ai testé pendant plusieurs années beaucoup de matériel, les motion control, beaucoup de matériel, histoire de pouvoir, moi, comprendre quel est le bon outil. Alors, on a un chef-op normalement pour ça, mais moi, j'étais très caméra, je cadre mes films en général. Et je suis très proche de cet espace-là. Et donc, quand on a fait le Doberman, c'était un mélange des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne valait pas le coup de faire venir une grue pour un plan qu'on peut faire avec un skate, parce que notamment dans les scènes de début, je ne vais pas en dire plus, les scènes où il y a un fourgon, et puis il y a des gens qui glissent, vous verrez. Et donc là, on peut le faire avec un skate, et puis un autre, on peut le faire avec un caddie. Mais après, il y a quand même pas mal de plans qui sont faits avec de la grosse machinerie sur le Doberman, des travelling voitures qui sont complexes ou des dispositifs qui ont été fabriqués pour un bélier notamment par rapport à donc tout le truc était, moi je suis toujours mais un peu moins aujourd'hui, mais j'étais passionné par cette idée d'aller placer la caméra où c'est juste, mais d'habitude on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Parce que c'est difficile à faire.
on n'a pas le système qui permet de le faire. Et en fait, de dire oui, mais attends, si on fait ça et ça et ça, on peut le faire, ce plan. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé du cinéma, j'étais fou de Sam Raimi, de Evil Dead, où il accrochait sa caméra à une mobilette. Moi, c'est vrai que ma caméra de mes débuts et des choses comme ça, c'était mort sur le grill. C'est un coup quelqu'un qui aime filmer comme ça et qui aime... Voilà. Et j'ai beaucoup plus étudié dans ma première partie, avant le Doberman, dans mes cours, les films que je voyais en boucle. Et c'était, après, c'était, je sais pas, Falstaff ou Othello de Wells, parce que c'est des courtes focales, parce que c'est incroyablement fait. Je parle, et d'autres choses, j'essaie de comprendre et de travailler. Donc voilà pourquoi il y avait un peu de bricolage, je l'ai signalé, mais c'était quand même pas que du bricolage. Le Doberman, on avait quand même le moyen pour le faire. Et justement, ce mix entre le bricolage et la haute technicité, il se mixe aussi à autre chose, qui est le ton du film et les personnages que tu choisis de mettre en scène par rapport justement à cette qualité luxueuse. En fait, je m'explique, il y a un plan qui à l'époque m'avait subjugué parce qu'il était de très haute technicité en 97, qui est l'ouverture du film où on a ce bébé qui tient ce flingue dans sa poussette, ouais, et où la caméra passe sous le bébé pour finir par découvrir Vincent Cassel qui tient le même flingue dans la main. Donc c'est un plan, une transition, c'est à la deuxième minute, je crois, un truc, donc ça va. Et alors, on en reparlera peut-être après. Donc c'est MacGuff qui s'est occupé de cette Rodolphe transition. Chabrier, oui. Donc on est en 97, même les Américains ne le font pas pour la plupart, ce genre de plan, n'osent pas faire ce genre de plan. Donc c'est très luxueux. Et en même temps, ce que tu nous mets en scène, c'est littéralement un nourrisson avec un Colt 45 dans la main. Donc le truc le plus trash qu'on puisse imaginer, quoi. Et c'est ce mix, en fait, qui, moi, me questionnait en me disant, mais il cherche quoi exactement, politiquement parlant, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à casser, en fait? Ah non, moi j'étais pas... Bon, Joël est un anarchiste, et il y avait cette provocation partout disséminée dans le film. Moi, je suis responsable, au fond, dans la provocation pure, simplement du plan qui concerne certains journaux de cinéma qui se produit à un moment donné dans le film, qui était une réponse, je précise, parce que tu l'as signalé au début, qui était une réponse, puisqu'ils avaient dit des choses horribles pour mon court-métrage qui se torture en salle. Je dis, bon, après tout, moi je fais des films, je vais répondre dedans. Donc, voilà. Tu avais conscience que c'était quand même risqué, quoi. Enfin, oui, il y avait Alain Corneau qui m'avait dit, il y a beaucoup de cinéastes que j'ai rencontrés après, sont venus me voir et m'ont dit, merci, ça m'a fait tellement rire, ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, franchement. Ça, on le spoil ou pas, du coup? Non, c'est pas la peine. Vous, quand ils verront le plan, ça sera... Voilà. Il y a un plan un peu provoquant. Et beaucoup de gens m'ont remercié. Mais Alain Corneau m'avait dit, mais il m'avait regardé avec beaucoup de tendresse. Il m'avait dit, mais tu sais que tu en prends pour 10 ans quand même. Il avait parfaitement raison. Au bout de 10 ans, ça s'est un peu calmé, mais sinon, systématiquement. Et voilà. Mais j'avais écrit ça, en fait. En fait, c'est intéressant, juste pour la mécanique, parce que ça décrit des choses. Comment ce plan arrive, si tu veux, avec cette main, etc. C'est pas une mécanique où tu es assis, puis tu vas réfléchir à provoquer. C'est très intuitif. Et par exemple, la version longue, dans la version longue de Vibrant Boy, il y avait un plan de Léon, puisque le film se continuait, et on avait écrit un truc où il allait dans ses toilettes, et là, il avait les piles de Télérama, des cahiers du cinéma, des machins, des trucs comme ça. Et il y avait toute une scène comme ça nous faisait rire avec Carlo. Voilà. Et puis, bon, on n'a pas fait le film, on est parti. Et moi, j'avais tourné la scène avec l'acteur. Et en rentrant le soir, je me suis dit, mais mince, je pourrais faire ce fameux plan qu'on a mis dans l'autre scénario. Je pourrais le faire là. Et donc, j'ai demandé à l'assistant qu'il achète dans le kiosque le matin, tout de suite, les journaux. Et c'est ma main qu'on voit dans le film. Donc, l'acteur, il a découvert. Quand j'y pense, c'est comme un acteur, vous verrez, c'est comme un acteur. Il m'a dit quand même, tu aurais pu me le dire. Parce que vous lui faites faire... Vous rajoutez un plan avec votre main et qui change quand même beaucoup la nature de la scène dont il ne le savait pas, mais c'est pour définir la roue libre dans laquelle on était. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire, à un moment donné, rien ne t'arrête. Tu as une idée, tu l'as fait. Bien coup, les producteurs disent, non, mais c'est pas grave, allons-y.
Et il y avait ce moment-là dans le cinéma. On est en France aussi. L'auteur a pas mal de choses. Et en même temps, quand on est très décidé, on est sûr de soi et que ça avance bien. Il y a eu ça. Et donc, on a fait ce plan parce que j'ai regardé le rush et je dis oui, il y a la place. On peut mettre une main à un moment là. Donc, on l'a fait avant que tout le monde, l'équipe commence, vraiment 5 minutes. Puis on est passé à autre chose. Et puis ce plan, il a fait parler de lui pendant des années. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la préparation du film, justement, sur le montage, parce que donc il y a cette énergie qui habite le film, et en même temps, c'est un film qui a été énormément préparé. Je crois que tu as beaucoup storyboardé, tu avais filmé les répétitions avec les comédiens et tout. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu utilisais justement cet outil-là, parce que sans perdre l'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'en général, les films très storyboardés, ça peut être très beau, mais tu peux potentiellement perdre l'énergie, en fait, de l'instant. Alors moi, j'ai un truc où j'aime le cadre, le graphisme, la lumière, l'image, etc., le mouvement, le rapport des personnages dans le cadre. Ok. Mais je sais, ou en tout cas, je pense que je sais bien profondément que quel que soit le cadre, si ce qui se passe à l'intérieur n'a pas juste ou n'a pas l'énergie qu'il faut, c'est mort, quoi. C'est pas un beau plan, mais c'est mort. Le cinéma, c'est les acteurs qu'on filme et ce qui porte, et c'est les personnages, et c'est ça, c'est le centre, c'est le cœur. Donc à partir de là, j'ai répété avec les acteurs, mais on parlait des personnages. J'ai fait des dîners à la maison avec les flics et dit on va tous les bastonner, cette bande du Doberman. Après avec le gang, on a fait des choses pour souder les gens, pour avoir une énergie. Et là-dedans, petit à petit, dans les lectures, de voir quelle quantité d'improvisation on pouvait avoir et comment chaque acteur travaille. Donc en fait, c'était pas tant une répétition pour aboutir un résultat, c'est une répétition pour tisser un lien et se rendre compte que tel acteur, lui, va moins improviser, mais il va être toujours juste et tenace. Lui, il va falloir plus qu'il chauffe, etc. Donc moi, ça me permettait de mieux... et puis eux, d'avoir confiance. Je crois que chaque acteur a son mode d'emploi. Il y en a où il faut beaucoup parler, d'autres pas du tout. Et chaque acteur-réalisateur, c'est une entité différente qui doit tisser un rapport. Et il faut donner du temps à ça. Et de la même manière avec une équipe, il faut donner un certain temps pour qu'on puisse imaginer un décor, puis un autre, comprendre ce que c'est pas ce que le réalisateur a dans la tête, parce que moi je suis pas du tout de cette. Je pense que quand on fait un film, on a une image sans doute précise et qu'on a l'impression qu'on la déconstruit, qu'on s'en éloigne pendant toute la fabrication. Ça, c'est un sentiment que j'ai eu à chaque film. Mais chaque fois qu'on s'en éloigne, c'est parce qu'on accepte une idée qui vient d'un des membres de l'équipe et on se dit mais cette idée est bonne, je le sens. C'est pas mon image que je voulais, mais je sens que l'idée est juste, c'est mieux. Et le film que vous avez vu au début, il est un peu flou en fait. Et quand la mise au point se fait à la fin, finalement, c'est le film. Je sais pas comment dire, c'est un process. Mais donc faire confiance aux gens avec qui tu travailles. Donc la préparation, elle est de pouvoir débugger tout ce qui va nous ralentir ou nous poser des problèmes et trouver des solutions et faire des tests pour des cascades, des choses techniques. Découper pour être un petit peu avoir un backup en fait. Pour moi, le découpage ça a toujours été un backup, mais faire des storyboards complets et puis voilà. Mais après, quand on arrive sur le plateau, se donner tout le champ de pouvoir changer les choses. Il y a des choses qui ont été rajoutées, des scènes qui sont arrivées et qui ont été changées parce qu'il y avait un accessoire et d'un coup l'acteur dit mais si je prends ça, tu dis bah oui c'est juste et que toi en tant que réalisateur, tu portes les choses, mais c'est pas ce que tu dis qui est important. C'est juste de mettre les gens dans une énergie créative qui résonne avec la tienne et qu'on joue tous pareil. On n'est plus chef d'orchestre, on n'est pas en train de dire comment les gens vont jouer, quoi. Mais par contre, de donner ce rythme. Voilà comment je ressens les choses. Mais aujourd'hui encore, et de toute façon toujours, dans le cinéma, si on fait du cinéma, et pas forcément que du cinéma de genre, mais dans le cinéma, le secret, c'est la préparation. Le secret, c'est la préparation. C'est passer beaucoup de temps à 2, 4, 5, rentrer d'autres énergies de gens et réfléchir en petits groupes, sans pression financière ou pression de temps, au film, à chaque détail, à chaque chose. Et quand d'un coup, toute l'équipe s'élargit, vous êtes un groupe qui maîtrisait qui maîtrisait plus. Et chaque fois que j'ai été embarqué, des fois dans des choses où j'ai pas pu avoir de prépa, c'était où tu le fais, où tu le fais pas, mais il n'y a pas la prépa réduite, c'est vrai que c'était dur. Très très dur, parce que d'un coup, toi-même, tu flottes et tu te rends compte qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Donc
Le secret, ce que j'essaye de faire toujours, c'est pas tant de storyboarder, c'est de préparer le film dans une petite équipe. Et parfois, ça peut être sur le papier un coût supplémentaire pour le producteur, mais au final c'est gagnant à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Parce que c'est un film qui est quand même très ambitieux par rapport à sa façon d'être fait. Rafik en a parlé, de la technicité, tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? En fait, il y a des grosses scènes d'action, mine de rien, un truc qu'on ne voyait pas dans le cinéma français à l'époque, des fusillades, des cascades avec un motard notamment. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire pour vous? Tenir sur la longueur, en fait. C'était ça le plus difficile. Parce qu'on enchaînait les nuits pour les poursuites dans les tunnels. C'était... voilà, c'est un film qu'on fait vraiment sur l'énergie. Ce qui était dur à un moment donné, c'était ça. C'est tenir. Mais ça a été souvent mon principal. Pas tant de le faire, parce que si c'est bien préparé... voilà, c'est plus de tenir le coup, quoi, en fait. Parce que ça demande constamment d'être vigilant, de réajuster, de bouger, de garder l'énergie, d'avoir aussi quand même le film comme une entité qui bouge et chaque plan qui se positionne. Et puis ça vous demande beaucoup d'énergie parce que moi je montais en même temps. J'ai toujours pensé qu'un film, tu tournes, montes le plus possible en parallèle. C'est-à-dire dès la première, à l'époque on était en 35 aux marques. C'est-à-dire qu'on coupait au scotch, il y avait des marques sur les plans. Enfin, ouais, c'était pas la vide. Où tu prends les plans et tu montes. Ou maintenant, sur le plateau, tu peux avoir un petit système de montage et tu vérifies le raccord entre deux plans. Ça marchait pas comme ça à l'époque. Et donc, ça veut dire que le soir, tu passes au montage, tu regardes ce que fait la monteuse, tu demandes des choses. Et donc, toi, tu prends encore du temps supplémentaire qui fait que le week-end, tu vas vraiment au montage parce que tu n'as pas quitté un décor. Donc, tu dis, est-ce qu'il ne manque pas un plan? Est-ce que cette scène fonctionne? Parce que sur le tournage, tu fais des choix, tu dis, bon, tant pis, on ne fait pas ça, et ça devrait marcher entre les deux. Et donc, je crois que c'est l'intensité du travail que te demande un film, si tu veux, tu vois, qui est le plus dur. Voilà. Et après, ça se métabolise, mais parfois pas sur une scène difficile. Ça se métabolise sur un moment du tournage où tout le monde est épuisé. Tu vois, je pense que quand tu arrives à la 6e semaine, en général... Et à un moment donné, tu te dis, punaise, voilà, on est fatigué, il faut faire attention, on peut avoir aux accidents, des choses comme ça. En même temps, j'imagine que dans l'équipe, il devait y avoir une vraie joie, non, à tourner un film pareil. Quelqu'un comme Christophe Maratier, par exemple, ou Spada, ou on parlait de Rodolphe Chabrier tout à l'heure. Tous ces gens-là avaient le bagage culturel ils partageaient à peu près, peu ou prou, le bagage culturel que toi tu pouvais avoir, et pouvaient avoir éventuellement les frustrations que nous on pouvait avoir. Et en même temps, leur métier ne leur donnait pas l'occasion, ou en tout cas pas souvent, de concrétiser leurs rêves de gamin. Et je pense que le Dob, moi j'ai toujours eu cette impression-là qu'il y avait une énergie qui habitait l'équipe, et en tout cas il a une grosse partie de l'équipe, et le film on a bénéficié, non? Ça, tu l'as ressenti ou... À fond, parce que toute l'équipe, c'était quand même en technique pure, c'était tous des gens avec vraiment un gros savoir-faire. Et c'est vrai ce que tu dis par exemple pour Christophe, mais aussi pour les cascadeurs, c'est que le cinéma français, quand même, en général, de ce qu'il propose sur les armes, tu n'as pas le réalisateur qui va te regarder toutes les armes qu'il a. Et puis, en général, il va proposer une arme, il dit non, mais un truc un peu plus petit, peut-être, tu vois, un peu plus. Et moi, je dis, mais t'as pas plus gros? Mais tu vois, regarde, dans Predator, là, tu vois, la mitrailleuse, t'as pas ça. Là, c'est dit, attends, si, je vais dans le garage. Et on a sorti du camion toutes des choses qui n'arrivaient jamais à vendre en film, et puis avec des flammes plus longues. Je disais, mais les flammes, moi, mais c'est pareil, mais on s'en fout, c'est soit réaliste. Tu peux pas avoir des flammes plus longues, on va faire des tests avec les obturations, et tout ça. Il n'y avait pas voilà, il y avait peu en tout cas. Et donc c'est pareil pour les cascades, c'est un peu gore, tandis que même c'est pas assez. Là, quand il raque, il faudrait vraiment fabriquer des bouts de chair, etc. On était comme ça, quoi. C'était d'un coup. Et donc, du coup, oui, il y avait cette culture commune d'un désir de cinéma inspiré d'un cinéma plus étranger, et d'un coup de pouvoir le faire et d'avoir les moyens de le faire. Il y avait ça de manière collective. Et pour les acteurs aussi. Les acteurs aussi, ils étaient à fond de... Je me rappelle d'Antoine Basseler qui jouait avec son flingue, etc. Il se dit, mais jamais moi je peux faire ça. Je ne faisais pas ça dans les finales Intaner, donc... Voilà, et ça le faisait délirer. Culture commune qui parfois s'affiche ostensiblement, puisque
Je me rappelle, on a cette scène de villa où tu as Moustique et Pitbull qui sont dans une villa abandonnée, on va dire, avec un peu le bordel sur le coin de l'image, et on a un énorme coffret laserdisc de Terminator 2, qui à l'époque était un objet que, je ne sais pas, 40 personnes... Et Turney aussi. Comment ? T'as Turney aussi, t'as le laserdisc de Turney. Le gros coffret laserdisc de Terminator 2, NTSC, un port américain, je pense qu'il devait y avoir 40 personnes à Paris qui l'avaient acheté, si tu veux. Donc, tu sais que quand tu fais un truc, il est vraiment posé sur la tranche, quoi. On ne peut que le voir. Tu es en train de dire, en fait, à ces 40 personnes... Pour nous, c'était un cri de ralliement. Je me souviens que voir ça, en fait. Voir ces laserdiscs qui étaient exposés là, et c'est comme si toi, en tant que cinéaste, tu nous faisais un clin d'œil. En fait, tu disais, on est les mêmes là, et moi, enfin, je fais un film. Je sais que tu t'es jamais trop positionné comme ça, en fait, Yann, mais ça a été le DOB, ça a été quand même un porteur en fait d'espoir et un cri de ralliement en fait pour vraiment toute une génération de cinéphiles. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais que je suis pas le seul. Non, mais c'était clairement intentionnel de se dire, c'était le mien, du doute, et donc de sortir et de les poser comme étant, ça me faisait plaisir parce que je savais que ça allait parler à peut-être peu de gens, puis voilà, de toute façon, mais à ceux à qui ça allait parler, c'est oui, moi j'aimais les laserdiscs, oui, les collectors, oui, les suppléments, tout ça. Et d'ailleurs, quand on a fait le supplément du Doberman, je me souviens, je dis, mais pourquoi on ne mettrait pas nos courts-métrages ? Pourquoi on ne ferait pas un Blu-ray Parce qu'à l'époque, enfin un Blu-ray, non, à l'époque c'était un DVD collector. Ah non, je ne sais pas, je vous donne les droits de mes courts-métrages, faisons-le, mais du coup on fait un truc bien, on fait un beau menu et tout. Donc quelque part, finalement ils ont dit, bon d'accord. Même le laserdisc, si mes souvenirs sont bons, il y a déjà des cours dessus et tout. Mais effectivement, oui, la question du cri de ralliement, et puis aussi d'un moment, comme on l'a dit, un peu charnière. C'est pas non plus, je pense pas que ce soit non plus hasardeux que tu aies en vendeur de kebab Gaspard Noé qui déboule dans un rôle, il est magnifique, quoi. Et en plus dans une scène qui presque préfigure son cinéma, parce qu'elle est quand même très hardcore, cette séquence-là. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une conscience à l'époque, justement? Je pense que tu as conscience de donner un coup de pied dans la fourmilière, quand même, que tu cherches un peu la merde. Mais est-ce que tu as conscience que ça va justement faire des petits sur le long terme? Non, on n'a pas conscience de tout ça. J'en ai même pas. C'est même pas quelque chose auquel j'ai pensé ou je pense. Par contre, c'est intéressant de marquer dans l'époque dans laquelle tu es, au moment où tu fais le film, les gens que t'aimes, tes potes. Donc Gaspard, nous on faisait avec Carn et Vibroboy, on mettait les deux films ensemble, on faisait des festivals où on se marrait. Les mecs se prenaient les deux films, c'était quelque chose. Et puis voilà, je lui ai proposé de... Tu vois, après je me suis fait engueuler par des fans hardcore de Gaspard Noé à la sortie de Doberman. Je me rappelle, mais quelle honte d'avoir mis Gaspard Noé en vendeur de kebab. Donc je découvre aussi un monde de cultoïdes. Avec son collègue qui a un t-shirt Amnesty International. Ça c'est même... Ce t-shirt Amnesty International, il est venu avec. Hein, donc on s'est regardé avec la chef costumière. Je dis, c'est le meilleur costume du film, désolé. Et il n'était pas censé jouer. C'était le mec qui installait le rayon. Ouais. Et j'ai demandé au chef déco, avant, j'ai demandé, tu as un deal avec lui pour le truc de kebab, mais est-ce que lui, il fait partie du deal? Il m'a dit oui, elle dit, bah, sinon ça ne devait être que Gaspard à la base. Alors, sur le côté trash d'ailleurs de cette scène avec Gaspard, les ruptures de ton du film, parce que manifestement les 10 premières minutes, elles sont vraiment pensées comme le Yann Kounen qu'on connaissait à l'époque, hein, celui de Gisèle Kérosène, etc. Enfin, il y a un côté très cartoon dans les premières séquences. Mais à un moment donné dans le film, je ne dirais pas lequel, il y a une bascule où on rigole plus du tout, avec une scène très très difficile qui se passe dans un appartement avec une famille. Moi, ça me faisait rire, hein, cette scène. C'est vrai. Ah, mais elle est hyper dure pourtant, avec le bébé et tout. C'est n'importe quoi, vous verrez. C'est n'importe quoi. Mais moi, ça me faisait rire, mais il fallait qu'il y ait une partie... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Il fallait qu'il y ait une dimension réaliste. J'aimais bien naviguer dedans. Mais au fond, elle me faisait rigoler, la scène. Voilà, mais c'était aussi... je trouvais que c'est de l'humour noir. C'est noir, il y a une dose de réalisme. Mais franchement, ça, c'est la force du cinéma. Et certaines choses dans ce film, j'étais fier de les avoir fait. C'est-à-dire que tu amènes les gens dans n'importe quoi. Mais à un moment donné, ils y sont tellement qu'ils ne voient plus le décalage. Tu vois, et j'adore quand les films amènent dans cet espace. C'est-à-dire à un moment, tu te dis, mais attends, là, je suis en train de partir
Voilà. Et celle-là, quand même, voilà. Moi, je sais que Si vous écoutez le texte, moi, quand vous lisez le scénario et que vous avez le texte qui a écrit Joël, on se marrait. C'était un truc de sale gosse, et Beavis et Butthead. C'est un peu trash, ça peut être dans Métal Hurlant, mais c'est pas un réalisme noir ultra violent. Mais du coup, c'est par la mise en scène, le jeu des acteurs qui est premier degré, parce qu'il faut jouer ce qu'on vit, il faut jamais être en décalage, enfin ce qui est écrit en tout cas. Il y a une émotion du personnage, c'est ça aussi, c'est le registre. C'est comment garder un registre réaliste dans quelque chose qui ne l'est pas et amener là-dedans le spectateur à être accroché en fait. On vous a rien dit sur cette scène, en fait, même après les années, les spectateurs, parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que... Alors moi, la scène est super, hein. Moi, je la trouve vraiment marrante et tout, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de monde qui revient à chaque fois, qui dit « Putain, mais elle est terrifiante, cette scène, quoi ». Et du coup, en fait... Très malaisante, ouais. Et du coup, je me suis toujours demandé si vous aviez eu des retours par rapport à ça, des gens qui vous ont pointé ça du doigt, quoi. Et si je puis me permettre, attends Yann, juste avant que tu répondes, en plus, parce que j'ai l'impression que tu as les personnages du Dob qui arrivent aussi dans un contexte de scène qui est très franco-française, en fait. C'est-à-dire ce repas de famille très posé, finalement relativement naturaliste, même dans son éclairage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'Aquila qui vient de la lutte de la fenêtre, etc. Il n'y a pas trop d'effet là-dedans. À ce moment-là, au niveau de la mise en scène, c'est plutôt posé. Et je pense qu'il y avait ça aussi. Et c'est pour ça que c'est très étonnant, en fait, que ce n'ait pas été volontaire de casser le rythme. C'est un hommage à sauter, en fait, cette scène. Non, mais c'est particulier. On s'est marré à faire cette scène. On s'est vraiment marré. Quand ils étaient attachés, vous verrez, bon, là, je ne vais pas spoiler, mais il y a un moment donné où il y avait des crises de fou rire pendant le tour de cette scène. Donc moi, j'ai un souvenir de cette scène et j'ai un rapport à cette scène. Quand il arrive et il fait « The police ». Tu vois, ça, quand tu écris ça, tu dis « Bon, bah, ça, c'est bon, tout le monde a compris. Le mec, il se croit comme un gros flic, un flic américain, bad cop, c'est bad lieutenant. » Tu vois. J'ai jamais eu d'un retour hyper précis sur cette scène. C'est celle que je préfère du film dans le sens où je trouve qu'entre les registres qu'il y a de comédie, de n'importe quoi, de cinéma, de réalisme, de machin, c'est celle qui a le plus de chances de ne pas fonctionner et qui finalement fonctionne quand même assez bien. Tu vois, parce que tu en parles. Et au bout du compte, c'est intéressant. Avec des contraintes où là, la mise en scène, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vois, tu as 5 personnes assises sur des chaises, donc ce n'est pas de la mise en scène. Il faut en faire quand même, mais ce qui va être, c'est comment tu dessines les choses et comment tu travailles avec les acteurs. Et c'est vrai que quand j'ai revu le film, alors j'ai revu le film en partie il y a 1 an, c'était au Max Linder en grand, et j'avais été justement, il y avait cette scène-là qui m'avait marqué, et puis j'ai vu la fin, la grande baston finale, donc voilà, et je m'étais dit quand même, qu'est-ce qu'on s'était, quel travail de malade. Je ne sais pas si je saurais le refaire ou si j'aurais l'énergie pour le refaire, et quel amour pour le cinéma de Hong Kong, quoi. C'est peut-être fait au fond quand j'ai vu une certaine scène, j'ai dit mais j'ai l'impression d'avoir fait peut-être presque unique film qui rend vraiment français, qui va vraiment à un moment donné dire écoutez les gars, Hong Kong, moi ils m'ont trouvé la tête, les Tsui Hark, les John Woo, voilà. Et je pense pas que j'en avais conscience quand je l'ai fait, tu vois, il y avait ce mélange de plein d'inspirations. Est-ce que c'était hard-boiled ou pas? On Oui, veut savoir. hard-boiled, Hard-boiled, merci. Donc, confirmation. Et il y a quand même ce côté très franco-français avec les dialogues. Ouais. Moi, j'aimerais bien aimer t'entendre là-dessus, en fait. Alors, je pense que ça vient beaucoup de Joël Houssin aussi, et de son écriture, évidemment. Mais il y a un goût pour le dialogue, moi aussi, qui m'avait... j'aimais déjà les Audiard, tout ça, etc., quoi. Et c'était un truc qui avait disparu aussi du cinéma, que Jeunet Caro avait ramené. C'est-à-dire qu'il y avait ce goût, tout à coup, pour la phrase qui est punchy, qui n'est pas forcément, pareil, très naturaliste ou quoi que ce soit, mais tu apprécies le dialogue en tant que presque objet littéraire, en quelque sorte, quoi. Et tu as une façon aussi de t'approprier ça qui est formidable. Là, pour le coup, c'est tout à rendre à Joël Houssin. C'est Puis vraiment... diriger quand même les comédiens là-dedans, Oui, c'est pas facile, quoi. Si, quand c'est bien écrit, c'est pas très difficile. Tu vois, quand c'est écrit dans le registre, toi, voilà, donc c'est pas très difficile. Et d'ailleurs, il m'est arrivé quand même plusieurs fois, là ça fait un peu longtemps, mais plusieurs fois, le soir dans Paris quand je marche, où j'entends une phrase du Doberman, quelqu'un me reconnaît, il me dit tu sors à découvert, la baie ou un truc comme ça. Je me tourne et je vois un mec. Ça sent le sapin. Ouais, voilà. Et je sais qu'il y a des phrases qui ont marqué. J'ai découvert petit à petit qu'il y a des phrases, qu'il y a des gens qui connaissent le film. Et ça, c'est vraiment le travail. C'est vraiment Joël
c'est vraiment toute sa verve. D'ailleurs, après, dans les films que j'ai faits, et même quand j'ai fait de la comédie ou des choses où il y a du verbe, tu vois, dans 99 francs, c'est quand même un film aussi qui tu n'as pas cet espace-là. C'est un truc qu'il a. Et pour moi, je trouvais, au moment où j'ai lu les Doberman, je trouvais qu'il y avait cette dimension d'Audiard, Métal Hurlant, quoi. Cette espèce de rencontre improbable où il y a quelque chose de la phrase qui te traverse parce qu'elle est brillante et en même temps, elle est. Voilà, en même temps, c'est un peu hardcore. Plus qu'Audiard, peut-être. Voilà. J'ai une question, désolé, un petit peu, peut-être qui pourra sembler peut-être un peu woke. Mais là, tu mets en scène dans ce film, tu as choisi de mettre en scène des personnages, on va dire, à la marge. Tu leur donnes de l'espace, tu les fais vivre, exister. Mais en même temps, à l'époque, je me souviens distinctement avoir entendu des accusations d'homophobie par rapport à Doberman. Et ça me choquait précisément parce que tu avais donné de l'espace. Et là, je pense notamment au personnage de Sonia, donc le travesti. Comment tu le vois aujourd'hui, le traitement que vous avez réservé au personnage? Je pense, je sais pas, je crois que chaque époque a ses... Alors bien sûr, moi, j'ai trouvé formidable ce personnage de Sonia et sa force, etc. Donc, je ne me suis pas posé de questions là-dessus. Après, il y a l'homophobie un peu violente dans la boîte de nuit du commissaire. Donc, voilà. Mais c'était juste de traiter les personnages tels qu'ils sont, sans penser en dehors de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas faire un film comme ça. Tu peux pas. Tu dois voilà. Et c'est peut-être très bien d'ailleurs de pas le faire, de le faire dans une époque, à son époque. J'en sais rien. Je me pose pas la question. Mais aujourd'hui, je pense que naturellement, aujourd'hui, tu le regarderais différent. Et c'est quelque chose de l'époque. Mais bon, le personnage que fait Stéphane Bezeguer, Sonia, c'est un personnage qui est fait pour être aimé, qui a ses qualités et ses défauts. Et on ne s'est jamais posé de questions. Voilà. Mais qui s'assume aussi. Je pense que moi, c'est ça qui m'avait plu. Je manquais de diversité quand même dans le film, tu vois, quand je l'ai fait. Je me suis dit ça et je me suis dit que ça, c'est quelque chose assez tôt qu'on pourrait me reprocher. Et j'ai suivi un peu les caractéristiques du script, etc. Et je me suis dit ça. Tu vois, s'il y avait un reproche, ça n'a rien à voir avec ça. Je me suis dit, il faut que je fasse attention à la diversité. Je suis un peu faut que j'en prenne compte. Mais ça, je te parle de ça, c'était en 98 ou 99 ou 2000. Je me suis dit ça un jour, je sais pas, en voyant un autre polar, en me disant, ouais, mais moi, c'est tous des petits blancs, là, quand même, presque. Parce qu'ils sont un peu romanichels, oui, quelque part. Ouais. En fait, si tu veux, le film, voilà, si je vois le film, et quand j'ai vu le film, quand le film a tourné, je me suis dit, c'est un moment, ça m'a pas empêché de dormir, je me suis rien, tu vois, le film était fait, mais je me suis dit, tiens, il faut que je surveille cet espace. Et voilà. À tout prendre, c'est aussi un film qui est beaucoup du côté des personnages un peu cassés, un peu mis de côté sur la marge aussi. Donc finalement, c'est. Ce qui était beau dans le personnage de Sonia, c'est qu'elle s'assume aussi complètement, que tu dois l'accepter avec ses différences et que tu es manifestement de son côté aussi. Enfin, je sais que ça a été un truc qui avait été reproché dans certaines critiques, justement ça, ou le fait que le personnage de Monica Bellucci ne parle pas en fait, soit muette. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça hyper touchant. Alors ça, c'est une histoire. L'histoire du personnage de Monica Bellucci. Parce que Joël écrivait les dialogues et elle parlait, Nat la gitane. Mais alors chaque fois, je lisais les dialogues, je disais non, ça passe pas. Ça passe pas et je l'ai renvoyé à Joël. C'est le seul personnage que j'ai renvoyé. Parce que c'est un truc qui marchait pas. Je dis ça marche pas, je vois pas Monica Bellucci dire ça. Je saurais pas le faire, tu vois. En fait, c'est ça, c'est ce que tu parlais du genre et du registre. C'est un moment où tu sais que tu peux le faire ou tu sais que tu peux pas le faire. Si tu peux pas le faire, faut le changer. Et à un moment donné, Joël dit, je crois que j'ai l'idée pour les dialogues de Nat la gitane. Et si elle était muette? Et là, j'ai vu tout de suite le potentiel du langage des signes, de l'espace sonore, de la différence, tu vois, et voilà, de l'handicap comme une force aussi, et une particularité. Et à un moment, elle peut crier, ce qui se passe, parce que.
Et donc, du coup, j'ai fait banco. Et En plus, elle a beaucoup bossé sur le langage à des fond. signes. hein. Et du coup, ça amène une richesse. Mais la source, c'est ça. Et en plus, il y a une super scène, moi je trouve, d'engueulade entre eux, mais Ouais. sans sous-titres, sans rien. En fait, c'est juste, et c'est même, en revoyant le film, c'était assez étonnant parce que c'est pas forcément le truc dont tu te rappelles. Il y a 2-3 moments comme ça où je me suis dit, mais ça, c'est le Yann Kounen de plus tard. En fait, comme si on voyait déjà en fait certains trucs que tu faisais qui étaient plus calmes, plus posés, et en même temps qui sont des vraies scènes de cinéma, quoi, comme celle-là. Il n'y a pas beaucoup dans le Doberman. Non, mais il y en a quelques-unes. Non, mais il y en a, et déjà, tu vois, il y a une espèce de sensibilité, en fait, déjà, qui porte le film. Et je pense que Incarnation, en fait. le film fonctionne aussi sur la longueur. Tu parlais tout à l'heure par rapport au court-métrage, au travail avec les personnages, etc. Et je pense que le film fonctionne aussi parce qu'en fait, ils sont hyper attachants et qu'il y a l'espace, en fait, pour qu'ils soient attachants, en dehors de leur côté rigolo, en dehors de leur côté cartoonesque, etc. quoi. T'as ça, absolument. Tu vois, ouais. Et t'as aussi quand même quelque chose, puisque maintenant on creuse un peu. Ce qui me portait, c'est que j'étais quand même un peu en colère, quoi, sur le cinéma, sur la société, ce qu'elle me proposait, sur la politesse en vertu. Je dis, mais allez vous faire enculer, quoi. On va faire le Doberman et vous allez vous le prendre dans la gueule. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, quand même. Et que j'ai plus jamais eu, d'ailleurs, de la même manière. Alors, il y a des fois des choses où tu provoques toujours, où tu n'es plus du tout. Quand on écrivait avec Joël, la chose qui nous plaisait, c'est que d'un coup, on est tombé sur des dialogues et on rigolait, mais comme comme Beavis et Butthead. Je dis toujours, ça va pas les faire rire. Tu vois, et ce truc qui nous faisait jubiler, c'est que ça allait pas les faire rire. Nous, ça nous faisait rire, eux, ça va pas les faire rire. Et ça apportait vraiment les curseurs du film, l'écriture, etc. On était dans une forme de provocation intuitive, de rébé, voilà. Et je pense que le fait de l'avoir fait, tu vois, ça m'a... Tu l'as fait, puis, puis après, tu dis, bah, ok, je suis beaucoup plus tranquille. Bon, voilà. Après, ça a résonné plus ou moins dans la colère des autres, mais c'est aussi cette propreté sur le cinéma, sur tu vois, ce refus de la contre-culture, il faut qu'elle reste comme ça, mais tu vois, des comics, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais pris en éducation, en naviguant dans le cinéma, et à un moment donné, en regardant la société, tu te dis, mais attends, on a ces films, on fait ça, et à un moment donné... il faut arrêter tout ça, quoi. Il faut sauter, éclabousser un peu, parce que voilà. Et tout ça n'est pas construit, etc. C'est très intuitif. Mais voilà, je pense que ça, par rapport à ce que vous me posez comme question, je ne veux pas oublier qu'il y ait cet élément qui était quand même au centre, l'envie d'en découdre aussi. Comment tu as vécu la sortie, justement? Comment On rappelle quand même que le film a été classé très durement, quand même, parce que c'est quand même un film qui s'adressait à sa sortie à un public ado en partie. Vous aviez un peu ils sont allés le voir. Hein. J'en ai retrouvé plein. Ils sont quand même tous rentrés. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui me disent, j'ai vu le Doberman, t'es là, j'ai 12 ans, 13 ans. Parce que le film a été interdit au moins de 16 ans, donc. Et la commission de classification à l'époque avait une façon assez dégueulasse, je trouve, de classifier les films en fonction, non pas uniquement de l'âge, mais aussi de la catégorie socio-professionnelle auquel ça s'adressait. Ça veut dire que les films dont on imaginait qu'ils allaient être vus dans les quartiers populaires ouvriers étaient plus durement classés que des films dont on imaginait qu'ils ne seraient vus que dans Paris intramuros. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on pourra mettre des exemples côte à côte de mêmes séquences. Chez Lars von Trier, ça passe, ça sera du moins 12. Et chez Yann Kounen, parce qu'il a fait un film qui va faire plaisir aux gamins de banlieue, d'une certaine façon, parce qu'il y a des guns, parce qu'il y a des explosions, bah là, c'est du moins 16 cash, quoi. L'interdiction, je pense qu'elle a plutôt servi le film. Au final, hein, parce qu'elle a donné le petit sel qu'il faut pour rentrer, parce qu'elle a donné ce côté sulfureux. Et puis ça a été ça a été un truc où Gaspard, je sais que par exemple, on n'a pas de rivalité, hein, on est vraiment complices. Mais j'ai compris des années après que Gaspard, il m'a dit, mais comment il a fait? Lui, il a fait Carne, il n'était pas moins de 16, il n'arrivait jamais à être moins de 16, et moi j'étais moins de 16. Et je pense qu'il y a une chose où, en partie, je ne sais même pas si c'est le cinéma même, mais le fait que j'étais moins de 16, pour lui, m'a placé dans un espace avec lui. Il me dit, bon, chapeau. Puis un jour, il m'a appelé il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, hey, je suis moins de 16 maintenant. Je fais, ah oui, c'est vrai. Et comment tu as vécu la sortie, la réception critique, justement? Parce que ça, c'est le livret qui était présent dans le DVD collector que j'ai conservé, évidemment, du
du film. Et dedans, il y avait toutes les critiques avec une double page qui s'appelait Le Doberman et son gang défraie la chronique. Et il y avait toutes les critiques qui, très majoritairement, étaient hyper méchantes, quoi, où tu te faisais traiter de fasciste, de tout le nom, enfin, misogyne, machin, et fasciste, raciste et tout. Et c'est marrant, en fait, d'avoir mis ça. C'était un peu comme Casso avait fait ça aussi avec Assassin, je me rappelle, où il avait récupéré la critique du Figaro, si mes souvenirs sont bons, qui est le pire film de l'histoire du cinéma. Et est-ce que toi, comment tu l'as vécu en fait Moi, j'ai toujours fait ça. Ouais. C'est-à-dire, le seul truc que j'ai sorti avant, c'était Vibro Boy, Ouais. et qui avait été descendu par la critique. Et j'avais mis, je crois, j'avais une phrase positive, c'était The Best Film Ice-T, parce qu'il avait dit sur le plateau de Nulle part ailleurs, quand il avait vu la machine, le truc, il était devenu fou. Donc, The Best Film of All Time, Ice-T, puis en dessous, de la merde, Télérama, les cahiers. J'ai toujours adoré cette confrontation entre les mondes. Et donc, je l'ai fait aussi pour 99 francs. Je le ferai. Après, il faut que le film soit polémique. Si tu veux, c'était le cas de Vibro Boy, de 99 francs, du Doberman. Après, c'est pas le cas, donc tu as pas de raison de continuer. On n'est plus dans le territoire de combat d'un cinéma pour un autre, dans une, tu vois, un jeu entre. Après, c'est autre chose. Moi, j'adore faire ça. Il faut pas oublier en fait les critiques, parce que quand moi j'étais aux Arts Déco, à un moment donné, je lisais les cahiers du cinéma. Et franchement, mes profs, tu sais, dans les écoles d'art, les profs, les cahiers, c'est vraiment important. C'est pas du cinéma, mais et je lisais. Et puis d'un coup, je commençais à ne pas être d'accord. À l'époque, je me souviens d'avoir une critique d'un livre qu'on m'avait fait de Brasil qui disait que c'est une merde, le film Brasil. Mais moi, c'est le film qui m'a décidé à faire du cinéma. Je comprenais pas. Donc à un moment, je ne comprenais plus. J'ai été perdu quand j'étais aux Arts Déco. Et donc, j'ai commencé à regarder les films que j'aimais et regarder qu'est-ce qu'ont dit certaines revues à une certaine époque, au moment de leur sortie. Et j'ai découvert que 2001 avait été torché, les délires d'un cow-boy texan par les critiques, etc. Et tu vois que tous les films que tu aimes, à leur époque de sortie, elles ont été défoncées. Et donc, du coup, ça te remet une perspective. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on ne sache pas, qu'on oublie ça. C'est-à-dire, le temps permet aux choses d'être oubliées. Tu oublies que telle personne a dit que ce film était une sombre merde il y a 20 ans et qu'il a peut-être changé d'avis et on a le droit de changer d'avis. Mais quand on dit des choses, c'est bien. Et donc, je voulais que les choses restent parce que c'est jubilant. Tu vois, je ne l'ai pas relu, mais là, quand tu l'avais en main, j'avais la curiosité de me dire trucs magnifiques. Qu'est-ce qu'il y avait, quoi. C'est incroyable. C'est quoi le plus violent, je crois tu as les tribunes, il est interdit aux moins de 16 ans. À la rigueur, il devait être interdit aux porteurs de pacemakers. Ou plus non, celui-là, il est plutôt gentil. Non, il est ça. Ouais. Non, Playboy, c'est pas mal. C'est violent, gratuitement fascisant, souvent sans idée. Yann, qu'est-ce que t'as fait ? Gratuitement fascisant. Gratuitement fascisant, c'est très bien. Quoi. Alors ça, moi, je me rappelle que je refais les trucs et je les notais. Je dis, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça te perturbe quand même un peu quand tu es comparé en première page du Monde au fils un peu caché de Mussolini. Tu vois, tu comprends pas parce que tu fais un film anarchiste, tu te dis qu'est-ce qui se passe dans leur tête, tu vois. Donc, il y a des trucs que tu comprends pas. Et je me souviens que j'ai eu une période un petit peu déstabilisante. Vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis Non, vis-à-vis de me dire, mais comment est la perception des autres ? Et puis après, en échangeant avec les gens, souvent, ça s'est reposé. Mais à un moment, tu as un signal quand même très négatif. Tu as beau noter les trucs, tu te dis pourquoi ? Est-ce que je me suis à ce point-là, ce qu'il y a dans le film n'est pas visible, tu vois, voilà. Non, il y a des choses. Moi, il y a le truc des Inrocks que j'aime beaucoup, qui est la fin. Je vous fais grâce du reste, mais qui est surtout profondément et désespérément ennuyeux, emmerdant, chiant. C'est-à-dire que le mec te dit que c'est ennuyeux, mais tu sens que ça a touché un truc, quoi. Tu sens que là, il y a un machin au plus profond de lui où il n'a pas pu s'en empêcher, quoi, d'être tout à coup grossier et vulgaire. Et ça, j'ai toujours beaucoup aimé cette critique. Mais par contre, le film avait bien fonctionné dans mon souvenir en salle. Non, le film a très bien marché. Il avait fait, je pense, 800 000 entrées, ce qui était vraiment pour un film moins de 16 ans, un peu énorme, de genre beaucoup. Ça avait été un gros tabac de la fête du cinéma à l'époque. Il est sorti en juin, je me souviens plus quelle année, juin 97. Ouais. Pendant la fête du cinéma, et ça a vraiment bien marché. Mais surtout, tu t'en rends pas compte quand et pourtant, après, j'ai bien vu avec les autres films, j'ai jamais eu un engouement et une force comme ça au moment de la sortie. Ça s'est jamais reproduit. Tu vois, sur un film. Sur 99 Pas de la même manière, non.
il y avait vraiment une énergie, tu vois, où les gens allaient s'emparer du film. Je pouvais pas le voir. Tu vois, tu sortais ton premier film. Et puis après, je suis allé beaucoup à l'étranger. J'ai vu que le film fonctionnait très bien, au Japon notamment. Il s'était même fait acheter à Cannes. Par Weinstein. Ouais. Il y avait tout un emballement. Qui n'avait pas eu le film en entier d'ailleurs. En fait, il est sorti Ouais, apparemment. il est rentré, il est sorti. Et puis il n'a jamais sorti le film après. Ouais, bah oui. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai quand même vécu assez vite dès le moment où on a fait les projections au marché, Cannes et le DVD, ça montait le truc. Et voilà, mais tu te projettes pas, tu dis ouais, c'est super. Et bon, tu arrives dans les avant-premières, la salle est pleine, tu vois. Bon, après, tu refais un film des années plus tard, tu arrives dans l'avant-première, dans la même salle, et il y a 5 personnes, tu dis ouais, bon, c'était quand même particulier. Je pouvais pas goûter, tu vois, à ça, parce que pour moi, c'était normal. Peut-être parce que le film il vous définit. En fait, c'est peut-être le film entre guillemets qui vous définit le plus parce que les autres, c'est une adaptation de Blueberry par exemple. Donc il y a déjà un gros bagage très connu, même si le DOP ça existait déjà. 99 francs, c'est j'ai un trou. Comment il s'appelle Bec BD, merci. Donc en fait, c'est peut-être aussi ce truc où on se dit bah là, ça c'est Yann Kounen vraiment en fait. J'ai pas l'impression, même moi. Même si depuis vous avez changé, non, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que je pense pas que c'est le film le plus personnel. Non, mais il convenait à qui? Par contre, il convenait peut-être, en tout cas, l'équation de qui j'étais au moment où j'ai fait ce film avec cette adaptation de Joël Houssin à ce moment-là et que c'est arrivé sur des histoires de conjonction générale. Oui, c'était bien. Voilà. Moi, j'ai toujours très vite. Déjà dans les courts-métrages, tu vois, j'avais envie. Je faudrait faire une comédie musicale. Après, Capitaine X, c'était un film de guerre, même si c'était un genre, tu vois. Et après, j'ai un point central qui reste, si je sens, c'est dans un humour, dans un style, dans un monde un peu cartoon, un peu archétypal, avec une énergie particulière, que l'on retrouve dans Vibroboy, 99 francs, le Doberman quand même, The Show que j'ai fait pour Black Pills. Et ça, c'est vrai que c'est un espace que j'aime bien. Mais en fait, en tant que cinéaste, j'ai très vite eu envie d'aller ailleurs. C'est-à-dire de ne pas me reposer sur ce que je sais faire et ce que j'aime, et d'aller explorer avec le cinéma d'autres choses pour moi et d'autres rythmes, et de regarder et d'ouvrir avec presque la boulimie de ne pas être catégorisé aussi et de ne pas me répéter vraiment. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui compte. Je pense que parfois, si j'ai un film que je saurais très bien faire, mais que j'ai déjà un peu fait, ce qui est arrivé souvent, et à côté quelque chose où je dis mais jamais j'arriverai à faire un truc comme ça, peut-être j'irai là, quoi. Ça m'intéresse plus. Voilà. Après, ça fait que tu as la carrière que tu as, au sens où tu vas un peu plus te planter, tu vas être moins parfait, tu vas avoir un savoir-faire différent, mais par contre, ta vie est intéressante. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de prendre des risques, d'avancer, de chercher des choses, et puis voilà, quoi. Il y a Alain qui me pointe du doigt qu'il faut qu'on y aille. Juste une dernière question, et j'aime bien grappiller les infos à chaque fois. Normalement, il devait y avoir une suite. Pendant un moment, il était question de faire une suite au Doberman. Et en fait, ça ne s'est pas fait finalement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait savoir dessus Peut-être ça se fera. En fait, sur la suite, très vite, il voulait faire très vite. Vincent, je me souviens, un jour, il était revenu de Russie, mais 5-6 ans après, il a dit Yann, en Russie, il ne me parle que de ce film. Il faut vraiment qu'on fasse une suite. On peut avoir carte blanche. Le producteur m'a dit écoute, ils peuvent partir en jet privé. Et moi, j'étais chez les Indiens dans des trucs peaceful et dans des trucs. Et j'ai pas envie de filmer des mecs avec des fusils à pompe. J'ai pas envie. À moins qu'on trouve une histoire. Et de l'autre côté, Vincent me disait Yann, je vais pas avoir envie, moi, de mon côté, d'être debout un matin à 6h du matin avec un flingue pointé pendant encore trop de temps, je pense. J'aurais aussi plus envie de ça. Et dans cette équation, n'a pas fonctionné. Et ils m'ont proposé que quelqu'un d'autre fasse le Doberman, et j'ai dit non, j'aimerais quand même. C'était mon bébé. Et ils ont été super, parce que franchement, on serait dans un monde anglo-saxon ou avec d'autres gens, même en France, ils seraient passés outre. Contractuellement, c'était possible. Et tout le monde a respecté cette volonté, donc il n'y a pas eu de suite du Doberman. Et un jour, je suis allé à me dire maintenant, c'est le moment. Et là, Vincent m'a dit non, j'ai plus envie. Alors j'ai dit je ne le ferai pas. Non, mais on peut le faire avec un... Non. Mais tout le monde peut encore changer d'avis. Et je trouve que moi, ça ne m'intéressait pas de faire une suite pour
pour utiliser une licence ou créer une licence. Voilà. Ce qui est intéressant dans une suite, c'est que tu as les moyens si tu as un propos que tu veux continuer à faire. J'ai toujours pensé que ma licence allait être 99 francs. Tu vois, c'est-à-dire que 99 francs, ça parle de la pub, mais de la vie, des relations dans la société, de notre monde. Et la pub, c'est le sommet de l'iceberg de notre fonctionnement en tant que société. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça parle de nous. Et je me suis dit, on fait 99 francs, ça va parler du culte du jeunisme, etc. On peut aller ailleurs. Et puis après, on va faire $99. Et là, on va parler d'autre chose. Là, je me disais, on pourrait faire 99 bitcoins, tu vois. Et donc, j'ai toujours en sous-marin le truc. Mais après, on n'arrive pas à avoir l'équation que Fred ait envie de le faire. Jean, il serait OK, mais pourquoi? Et on a essayé, on a fait plusieurs tentatives. Et celui-là, je pensais qu'il nous permettrait de prendre le genre et de dire, OK, on va faire un film sur ce sujet. Ben, tiens, viens, on prend Octave et on le lance là-dedans. Et du coup, on va faire quelque chose à la fois, on va se marrer, qui peut fonctionner financièrement dans le financement, et en même temps, on va pouvoir dire plein de choses. Tu vois, et on a écrit, j'ai écrit, 90, ça balançait sur. Et voilà, le Doberman, je sais pas, mais s'il revient, il faudra que d'un coup, ça ait un sens, que ça raconte quelque chose qui n'est pas raconté dans le premier, que ça parle des personnages, de nous, et c'est sans être prétentieux, c'est juste l'énergie, ça peut être, voilà. Et ça peut être hyper violent. J'ai aucun problème à fabriquer de la violence, mais plus celle-là exactement. J'ai pas envie de me répéter. Voilà. Je pense que ta vraie franchise, c'est Gisèle Kérosène. Je pense qu'avec des sorcières qui font des courses de balai à la Défense, on peut le décliner de 1000 manières possibles. Tu as raison, j'ai essayé de faire une série, mais après, c'est un peu chiant, image par image. Je vous souhaite une belle projection. Je ne serai pas avec vous à la sortie, donc... Je pense que voilà, si vous avez des choses ceux qui découvrent le film, je serais toujours curieux d'avoir des retours aussi. Merci Yann en tout cas. Merci Yann. Merci à vous. Merci. Merci.